Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission de Zoom. Cette semaine, nous recevons M. Maxence Huard-Lefebvre, un employé d'Hydro-Québec qui va nous informer sur la nouvelle ligne qui va se construire bientôt à partir de Saint-Adrien-d'Irlande et rejoindre les frontières du Maine. Alors, M. Huard, je vous laisse vous présenter. Ben, merci beaucoup d'abord de me recevoir, M. Hamel. C'est apprécié. Merci de me recevoir à votre émission. Donc, en effet, j'ai eu la chance de travailler avec l'équipe de projet responsable de ce projet-là, le projet d'interconnexion des Appalaches-Maine, qui est une ligne de transport qu'on souhaite construire du poste des Appalaches à Saint-Adrien-d'Irlande, à aller jusqu'à la frontière du Maine. Vous l'avez très bien décrit. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un projet d'exportation vers l'État du Massachusetts, mais aussi dans le reste de la Nouvelle-Angleterre. C'est un projet qui est très important pour le Québec et qui, ultimement, va permettre de vendre de l'électricité à la Nouvelle-Angleterre sur une période de 20 ans et aussi, ce faisant, là, de décarboner la production d'électricité dans la région. Donc, on souhaite remplacer, dans le fond, l'énergie qui est produite actuellement par des centrales thermiques qui sont polluantes par de l'énergie propre du Québec. Mais au départ, c'est pas Hydro-Québec qui a fait le lobby d'aller proposer un approvisionnement en électricité. Il doit y avoir une compagnie américaine au départ qui vous a choisi, qui avait lancé l'appel d'offres, puis Hydro-Québec a accepté ou a proposé un coût qui a été retenu. Vous avez bien raison. Ça part en fait d'une orientation politique. L'État du Massachusetts souhaitait augmenter ses approvisionnements en énergie propre. Donc, ils ont lancé un appel de proposition avec 3 entreprises de distribution d'électricité dans l'État. Et il y a eu, pour vous donner une idée, là, il y a eu 46 propositions différentes. Puis nous, Hydro-Québec, on en a fait plusieurs. Là-dessus, on avait 3 projets de lignes différents. Et ultimement, là, bon, il y a eu différentes étapes à travers ça. Au départ, vous en avez sûrement entendu parler, il était question d'une ligne dans le New Hampshire. Puis finalement, le projet qui a été retenu, c'est la ligne d'interconnexion des Appalaches-Maine avec la portion américaine qu'on appelle NISEC, là, qui est l'abréviation du nom du projet. La ligne là-bas, dans le Maine, est déjà construite. Elle est à construire. Elle est à construire, comme exactement. La nôtre. Oui, par contre, il y a une partie du réseau qui existe déjà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va amener une ligne électrique du poste des Appalaches à Saint-Adrien-d'Irlande. On la construit jusqu'à la frontière avec le Maine. De là, l'entreprise dans le Maine qui s'appelle Central Maine Power construit une ligne de la frontière. On va raccorder nos lignes ensemble, bien sûr. Et vont se rendre jusque dans le sud-ouest du Maine, au poste Lewiston. Donc, on franchit là, dans le Maine à peu près 145 000, donc au-delà de 230 km. Du côté du Québec, c'est une centaine de 103 kilomètres. qu'on dit, oui. Exactement, vous avez le chiffre précis, c'est exactement ça. Puis une fois à Lewiston, ben, l'électricité va utiliser les infrastructures qui existent déjà pour se rendre à l'État du Massachusetts. Puis au fil du temps, là, dans les échanges qu'on a eus avec nos voisins, on a aussi décidé de consacrer de l'énergie à l'État du Maine parce qu'on avait un peu de capacité disponible sur la ligne. Le poste de Saint-Adrien, c'est un 735, hein? Oui. Il y a beaucoup moins que 735 qui va être envoyé sur la nouvelle ligne. La balance, ça va déjà aux États-Unis, ça, non? Bien, c'est une bonne question que vous me posez là, parce qu'en fait, effectivement, c'est un poste à 735 000 volts, puis peut-être pour que les gens à la maison le visualisent, ça correspond, dans le fond, aux lignes de transport les plus puissantes qu'on a au Québec. Donc, ce sont les lignes qui relient la baie James avec les grandes régions de consommation, donc Montréal et la périphérie, Québec, Sherbrooke, Thetford Mines, etc. Donc, ce réseau-là nous permet, là, les postes à 735 000 volts, souvent vont avoir plus de capacité, sont reliés ultimement aux centrales qui sont sur la côte nord, qui sont sur la baie James. Et donc, c'est plus facile de construire une ligne d'interconnexion à partir de ces infrastructures-là. Puis ça fait beaucoup plus de sens d'un point de vue économique puis énergétique. Là. Au niveau électrique, là, on ne pourrait pas raccorder n'importe quel poste à la frontière. Et donc, mais vous avez raison, la ligne qui va se rendre vers le Maine, elle est d'une puissance qui est moins élevée.
Donc, en tension, là, on parle de 320 volts, 320 exact, en courant continu, ce qui va nous permettre de nous synchroniser, synchroniser nos électrons avec ceux des États-Unis pour que le courant puisse traverser là, correctement du côté du Maine. OK. Est-ce à dire que quand on a construit le poste à Appalaches, on l'a construit plus gros dans l'intention justement de s'en servir pour transférer de l'énergie soit aux États-Unis ou ailleurs? Bien, l'intention, quand on construit, c'est un poste qui a été construit dans les années 90, donc le projet duquel on se parle aujourd'hui n'existait pas. Donc, il n'y avait pas d'intention de raccorder là, ce projet-là au poste, mais c'est important de se garder un certain nombre de postes à 735 000 volts, pas seulement à la baie James, pas seulement à Montréal, ça en prend de façon à pouvoir interrelier notre réseau, puis à nous assurer qu'il soit fiable. Puis évidemment, ça prend aussi une capacité pour relier, ça peut être un projet d'interconnexion, mais ça peut être une nouvelle entreprise qui s'installe, ça peut être une croissance de la consommation résidentielle. Donc, on ne peut pas construire des infrastructures dans une optique qu'elles soient bonnes 2-3 ans. Ouais. Il faut qu'elles puissent permettre là, à cette demande-là d'augmenter pendant une certaine période. Après quoi, quand la demande est trop élevée, bien là, on construit des nouvelles infrastructures. Présentement, on fait des travaux au poste Appalaches. C'est-tu des travaux pour la ligne ou c'est des travaux d'agrandir le poste de 735? Il y a deux choses. Votre question est très bonne. Dans un premier temps, nous, on est encore dans le processus des autorisations gouvernementales. Donc, on ne peut pas tout de suite aller à la phase de la construction. Il y a toute une séquence à respecter. Par contre, on peut travailler dans les installations qui existent à l'intérieur de nos clôtures. Donc, au poste Appalaches, il y a eu des travaux de terrassement qui sont présentement en cours là, sur le point d'être terminés. Parce qu'au poste des Appalaches, on va installer un convertisseur qui, dans le fond, va être le lien entre la ligne et le poste. C'est de là que l'électricité va partir vers le Maine à la bonne tension. Et ce convertisseur-là, tantôt je vous parlais de courant continu, là, il sert à nous assurer que le courant ne soit pas en courant alternatif comme on utilise ailleurs sur notre réseau, mais bien en courant continu pour qu'on puisse synchroniser. Puis là, ça peut devenir technique, on pourrait en parler longtemps, là, mais pour donner juste les grandes lignes, l'objectif de ça, c'est de venir synchroniser notre réseau avec celui des États-Unis puis que ça fonctionne correctement. Là, le BAP a donné son aval. Est-ce que... Une petite précision, là, si vous me permettez, là, le BAP va faire un rapport qu'il remet au ministre. Donc, c'est un processus qui est consultatif. Le BAP ne dit pas ce projet-là peut se faire, ce projet-là ne peut pas se faire. Il va recommander ou il va donner des avis au ministre. Mais effectivement, le jalon, qui est un jalon très important là, des audiences du BAP, est complété puis le rapport a été déposé. Puis on voit que c'est un avis favorable. On est très heureux. Je vous nommerai deux éléments. Là. Premièrement, le fait que la Commission reconnaît l'importance de ce projet-là puis sa justification, parce que pendant les audiences, c'est normal, il y a des citoyens qui se posent des questions. Pourquoi on fait cette ligne-là? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'utiliser notre énergie propre? Donc, il y a toutes sortes de questions qui sont posées. Et ultimement, la Commission va émettre des constats ou des avis en fonction de tout ce qui s'est dit. Et il est clair que c'est un projet qui est important puis qui va être efficace pour réduire les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une chose. Puis la Commission reconnaît aussi les efforts qu'on a faits au niveau du tracé ici à Thetford Mines. Bien, ça, le tracé, oui, on peut en parler. Bien sûr. Il y en avait deux au départ. Oui. Un secret, puis un officiel qui n'a pas été accepté. Bien, ouais, on peut peut-être revenir en arrière. En fait, le projet a commencé à être discuté dans le milieu en 2018. On a tenu différentes rencontres avec le milieu. Il y a à peu près un an aujourd'hui, une consultation publique sur l'ensemble du tracé. Et on a proposé le tracé initial, donc qui finalement ne sera pas ici là, celui qui va faire l'objet là, de la construction. Et on passait à ce moment-là du côté ouest des anciennes mines de British Canadian. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, il y a une ligne qui existe. Donc, souvent, quand on va construire une nouvelle infrastructure linéaire, là, que ce soit une ligne ou une route, bien, il est moins impactant de se coller à une autre infrastructure linéaire qui traverse déjà des lots puis un territoire. Alors, ça a été notre réflexe de proposer un tracé comme ça.
Mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des préoccupations. Il y a eu une deuxième consultation qu'on a lancée, puis là, on revient à récemment, là, on revient en juin dernier. Donc, on a lancé une consultation sur cette deuxième possibilité-là, qui était une alternative au tracé initial et qui nous permettait de contourner le secteur de Black Lake en traversant la fosse puis les mines, les anciennes mines de British Canadian, pour finalement arriver à Saint-Joseph-de-Coleraine, près de l'ancienne 112. Et on a constaté qu'il y avait des préoccupations qui demeuraient. Donc, ces préoccupations-là, on les a entendues dans le cadre de la consultation puis des audiences du BAP. Donc, on est arrivé à la décision de modifier le tracé. Mais ça a été un processus consultatif constant dans lequel on a cherché finalement à arriver au tracé de moindre impact. Puis finalement, là, il est accepté par tout le monde. Bien, c'est sûr qu'un projet de ligne, ça fait jamais l'unanimité totale, comme une route. Mais je pense qu'on a amélioré le projet. Puis je pense qu'on arrive avec un projet qui adresse la majorité des préoccupations qui ont été signalées. Puis du côté de Saint-Joseph-de-Coleraine, il y a encore des petits éléments qu'on cherche à améliorer. Ce pas des grosses modifications, mais des fois, juste de changer un peu l'angle d'un pylône ou l'emplacement d'une patte. Pour certaines personnes qui vivent pas loin, ça peut faire une différence. OK. Il y avait dans les préoccupations les espèces envahissantes. Ça m'interroge un peu parce que c'est quand même une ligne de 100 km, 103 km. C'est pas énorme. C'est dans une végétation qui est nordique, on peut dire, côté nord, en tout cas. Qu'est-ce qu'on entendait par espèce envahissante? Bien, de façon générale, je vous dirais, étant donné qu'on est dans le processus d'approbation encore aujourd'hui, le ministre a déposé le rapport, en prend connaissance, mais il y a encore des autorisations à obtenir pour le projet. Donc, on ne commentera pas les avis puis les constats de la commission à ce stade-ci. Mais je peux vous dire que c'est un jalon important puis qu'on est bien heureux que la commission le reconnaisse l'importance du projet. D'accord. On va passer à un autre sujet, si vous le permettez. Bien sûr. J'aimerais qu'on parle un peu des éoliennes. Bien sûr. Parce que récemment, il y a déjà quelques années, ici dans la région, on a eu un projet éolien qui, somme toute, est très bien accepté. Mais il y en a d'autres de prévus à court ou à moyen terme. J'aimerais savoir où l'Hydro-Québec en est avec ces projets-là. Au moment où on se parle, nous, ce qu'on a dit, c'est que présentement, il y a encore d'énergie qui est disponible. Donc, les fameux surplus dont on a parlé au Québec dans les dernières années, là, on en a encore. Par contre, cette énergie-là, dans les années à venir, elle va être appelée à diminuer. Donc, on va avoir de moins en moins d'énergie disponible pour le marché du Québec, notamment, puis on pourra en parler tout à l'heure, à cause de l'électrification du Québec. On va électrifier de plus en plus de secteurs d'activité pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ça va venir chercher plus de ressources électriques. Mais en 2027, à cause de ça, on s'attend effectivement à avoir besoin de nouveaux approvisionnements, si la tendance se maintient. Évidemment, là, on est en pandémie. Vous le savez, l'économie tourne au ralenti. Donc, on a mis à jour nos prévisions en novembre dernier. C'est très récent en fonction de ça. Mais notre estimation, au moment où on se parle, c'est que l'effet de la pandémie est de court terme et que vers 2027, on pourrait avoir besoin de nouveaux approvisionnements. Donc, la forme que ces approvisionnements-là prendraient, c'est trop tôt pour le dire, mais il y a une chose qui se dessine, c'est qu'avec les objectifs de décarbonation, le plan pour une économie verte, l'électrification des transports qui fait partie de ça, on va avoir une consommation d'électricité qui va augmenter et ça pourrait nécessiter des nouveaux projets, en effet. Mais si 2027, il y a une augmentation comme prévu, il faudrait que les projets, parce que 2027, c'est demain matin, ça. Oui. Il faudrait que les projets débutent assez prochainement. Ça va être des projets hydroélectriques ou des projets éoliens ou des projets solaires. Dans le fond, la façon dont ça fonctionne là, au Québec, Hydro-Québec doit toujours regarder devant pour être certain de ne pas manquer d'énergie. On ne pourrait pas se permettre d'arriver en une année et de dire hey, on n'a pas suffisamment d'énergie pour répondre à la demande. Fait qu'on le regarde toujours 10 ans d'avance.
Est-ce qu'on se trompe? C'est inévitable parce qu'on ne peut pas tout prévoir ce qui va arriver dans l'économie. Par contre, on essaie d'avoir une lecture la plus précise possible. Je pense qu'on le fait assez bien. Et dans cette période de 10 ans-là, on observe pas mal fin 2026-2027 des nouveaux besoins. Et comme vous le mentionnez, c'est sûr que pour lancer un approvisionnement, il y a un certain délai. Donc, au cours de la prochaine année, il y aura probablement plus d'informations qui vont être communiquées dans le sens où on lancerait un processus vers des nouveaux approvisionnements. La forme de ces nouveaux approvisionnements-là, au moment où on se parle, est-ce que ça va être du solaire, de l'éolien? Est-ce que toutes les sources d'énergie pourraient être appelées à contribuer? Il est trop tôt pour le dire, mais dans les prochaines années, là, je suis certain qu'on aura l'occasion de s'en reparler, puis peut-être même avant dans les prochaines années. Là, parce que présentement, il y a une campagne de publicité qui incite les entrepreneurs à faire la conversion et on propose des subventions qui peuvent aller jusqu'à 75 %. Oui. Ça veut dire que si les entrepreneurs, les entreprises sont à l'écoute et qu'ils le font, les surplus vont fondre comme neige au soleil. Oui, ça fait partie, c'est intéressant que vous ameniez ce point-là parce que la conversion des systèmes de chauffage, c'est quelque chose qui est important dans le plan pour une économie verte, pour Hydro-Québec, dans l'écoulement de notre énergie disponible, mais aussi pour réduire les gaz à effet de serre. Parce que il y a déjà une grosse partie de la chauffe au Québec qui se fait à l'électricité, là, quand on pense au résidentiel, par exemple, mais il y a encore des gains à faire. Et ça va amener une augmentation. Donc, pour la chiffrer, là, pour vous donner une idée, puis là, je vais vous donner un chiffre qui est global, qui inclut tout, qui inclut la chauffe, sa conversion vers l'électricité, ça inclut les voitures électriques, ça inclut le développement de nouveaux marchés. On parle beaucoup de serre par les temps qui courent, oui, là, donc l'arrivée de serre, les centres de données qui s'installent au Québec. Il y a une grosse croissance dans ce secteur-là dans les dernières années, puis on anticipe qu'elle va être encore plus grande dans les années à venir. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, sur la prochaine période de 9 ans, jusqu'en 2029, on anticipe une croissance de 9 %. C'est important. C'est une croissance qui est importante, puis ça représente en chiffres 15,9 TWh. Là, des TWh, ça ne dit pas grand-chose dans la vie de tous les jours, là, mais juste pour l'illustrer, dans une année, Hydro-Québec produit un peu plus de 200 TWh. Donc, 15,9 TWh de plus, c'est un bloc d'énergie qui est significatif. Ouais, ça représente à peu près 8 %, 7 à 8 % d'augmentation. Exactement, exact. Puis ça c'est que dans les lois à venir, il va être interdit dans peu d'années d'avoir des nouvelles constructions qui vont avoir comme source d'énergie l'huile. Exact. En 2030, on veut électrifier la plus grande part des autos. Exact. Fait que c'est des calculs à faire intéressants pour les ingénieurs chez vous. Oui, tout à fait. Donc, évidemment, ces nouvelles réalités-là, ça a été considéré quand on a fait notre planification des besoins pour le marché du Québec. Mais il faut savoir que ça, on va la mettre à jour. Hein. On la refait aux 3 ans, puis à travers ça, on la refait ponctuellement là, parce qu'elle date de 2019, puis déjà en novembre dernier, on en a refait, on appelle ça un état d'avancement, donc une nouvelle version qui nous permet de tenir compte de la pandémie. Ça tient compte du plan pour une économie verte, puis ça tient compte de toutes les informations qu'on a en ce moment pour essayer de prédire au meilleur de nos connaissances les besoins à venir. Mais il y a un élément qui est important à garder en tête, par contre, c'est que cette prévision-là, on l'a fait pour le marché du Québec parce que historiquement, là, Hydro-Québec, à la fin des années 90, il y a eu une déréglementation des marchés en Amérique du Nord. Et pour pouvoir continuer à vendre de l'énergie dans d'autres marchés, pour exporter de l'énergie, il fallait qu'on crée différentes sections à l'entreprise, donc la distribution, le transport, la production. Évidemment, tout ça, c'est Hydro-Québec. Mais il y a un engagement qui visait à respecter ce pacte social qui est Hydro-Québec. Hein. C'est un pacte social entre les Québécois, puis dans ce pacte social-là, il y a l'idée des tarifs bas. Donc, pour que ça continue à se refléter à travers le temps, la décision qui a été prise, c'est de créer le bloc patrimonial
qui est une grosse quantité d'énergie qui est produite par l'équivalent des centrales dites patrimoniales comme Manic, Outarde, Beauharnois, etc. Et ce bloc-là, c'est l'énergie qu'Hydro-Québec garantit au marché du Québec, donc qui nous sert à répondre aux besoins. Une protection, en fait. Une protection, exact. Donc, dans les dernières années, évidemment, on faisait des achats éoliens aussi. Il y avait une partie du bloc patrimonial qui n'était pas utilisée. C'est de l'énergie qui était disponible. C'est ça qu'on a appelé les surplus. Puis je profiterai de l'occasion peut-être pour faire une nuance. Quand on pense aux fameux surplus, des fois, on a l'impression, puis je parle de ça avec des collègues, des amis, puis les gens me disent, coudonc, s'en va où cette électricité-là, l'électricité des surplus? En fait, c'est de l'électricité qu'on ne produit pas. Donc, on pourrait la produire, mais elle n'est pas produite. Autrement dit, là, c'est une part du gâteau qui n'a pas été servie encore. Alors, c'est une opportunité. Puis ça va être une opportunité dans les prochaines années. Donc, il y a cette énergie disponible-là. Vous l'avez dit, qui va diminuer dans les années à venir. Mais il y a aussi de l'énergie, un autre bassin d'énergie qu'on peut utiliser pour nos exportations. Et c'est ce qu'on va faire notamment avec le projet là, dont on parlait tout à l'heure, qui vise à alimenter la Nouvelle-Angleterre. OK. Vous avez depuis peu une nouvelle directrice, Mme Brochu. Oui. Est-ce qu'elle va pouvoir changer les orientations ou c'est déjà coulé dans le ciment? Je vous dirais que chaque PDG amène sa vision. Puis Mme Brochu a une vision, c'est une personne qui est très ouverte, qui a beaucoup d'écoute, qui est arrivée en avril dernier. Donc, c'est certain que dans une organisation, un changement à la direction peut amener des changements d'orientation. Comme par exemple, la question des serres, il y avait déjà du travail qui se faisait, mais c'est quelque chose de très important pour elle. Puis à la Régie de l'énergie récemment, toute la question de l'autosuffisance alimentaire, ça a fait l'objet de présentations de notre part dans l'objectif d'étendre le tarif qui est offert aux producteurs. Présentement, là, la limite en termes de puissance, c'était 300 kW, si je ne me trompe pas. Puis on va la réduire. Donc, on a demandé à la Régie de la réduire. Donc, c'est un exemple d'orientation qu'on prend en ce moment puis qui va nous permettre, je pense, d'amener Hydro-Québec à jouer peut-être un rôle encore plus grand dans l'économie du Québec parce qu'on a, écoutez, des projets, des ressources, des besoins en énergie. On a un grand potentiel de contribuer à l'économie du Québec. On le fait déjà, mais au-delà du bénéfice puis de l'argent qu'on remet au gouvernement à chaque année, qui permet de payer des routes, l'éducation, etc., c'est merveilleux. Ça va dans le fonds consolidé. Exactement, c'est merveilleux. Mais au-delà de ça, on peut aussi jouer un rôle communautaire, par exemple. Donc, mais ça devient un peu politique, le fait de diminuer le tarif pour les serres pour augmenter possiblement la production de légumes, entre autres, ou de fruits, pour qu'on ait une autosuffisance. Évidemment, ça vient jouer dans les cartons d'Hydro-Québec, là. Je vous dirais, nous, on a été depuis quelques années très favorables au développement de nouveaux marchés parce qu'on a de l'énergie, on l'a dit tantôt, puis là, on parle de cette énergie-là qui va s'écouler, mais quand on regarde à travers le monde, là, il y a des pays qui se cassent la tête à savoir comment ils vont s'approvisionner l'an prochain. Nous, on a la chance de savoir qu'on en a plus que requis pendant encore 7 ans. Donc, on a de l'énergie disponible, ça donne des opportunités. Donc, le développement de nouveaux marchés, ça fait partie de nos orientations. L'hiver, dans les grands froids, on achète de l'énergie, notamment de l'Ontario ou des États-Unis. Est-ce qu'on va continuer à faire ces achats-là? Ça veut dire que notre production n'est pas assez forte à ce moment-là? En fait, c'est vraiment ces achats-là, ça se fait vraiment sur le court terme. C'est des périodes qui sont très, très courtes. Et puis, évidemment, là, tantôt, je vous expliquais la structure de l'entreprise. Là. Il y a la distribution, le transport, ça, c'est les pylônes, la production avec les centrales qui produisent l'électricité. Donc, il y a des moments très courts où il peut arriver qu'au niveau de la distribution, on fasse des achats sur les marchés externes. Au niveau de la production, on a différents contrats qui sont engagés qu'on doit honorer. Mais quand on fait le net de tout ça, là, dans une année, ce qu'on importe versus ce qu'on exporte, c'est deux mondes. On exporte énormément plus, donc on exporte dans une année
plus de 30 TWh maintenant. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Puis le Massachusetts, la ligne vers le Massachusetts, là, dont on a parlé tantôt, c'est 9,45. Donc, c'est un bon bloc d'énergie aussi. Ouais. Alors, juste en terminant, est-ce que vous avez un message à lancer aux gens de la région concernant la ligne particulièrement? Ben oui, certainement. Ben écoutez, premièrement, j'aimerais remercier ceux et celles qui ont participé aux consultations. Il y en a eu ici à Thetford, il y en a eu 2, mais sur la plupart du tracé, là, il y a eu une grande consultation il y a 1 an. Les commentaires qu'on reçoit du public, pour nous, c'est une opportunité d'améliorer nos projets. Donc, merci d'avoir pris le temps. Puis, tous ceux et celles qui se sont rendus dans nos rencontres avant qu'on soit en pandémie, ben, on vous dit un grand merci. Bien, merci beaucoup, M. Huard-Lefebvre. Et mesdames, messieurs, j'espère que ces informations-là vont vous être d'un secours innommable au sujet de la ligne, puis des raisons pour lesquelles Hydro-Québec s'investit de cette façon-là. Alors, merci et à la semaine prochaine.